Et appeler ici à ce micro Hélène Larosey, que je vous demanderai d'applaudir, qui est l'adjointe au maire de Biscarrosse. Bonjour Hélène. Et Kamel Deman, qui est le vice-président du comité de vigilance, que vous pouvez aussi applaudir, président de la commission environnement et patrimoine. Et puis, je pense qu'il y a une personne très importante ici, Hélène et Kamel, c'est René Capot qui va nous rejoindre, même s'il est modeste et que parfois il n'ose pas rejoindre le plus souvent la scène. C'est grâce à lui, en tant que porte-parole du comité de vigilance, que nous lui devons toutes ces conférences chaque année pour poser les vraies questions sur l'environnement. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec ma casquette à la fois d'adjointe au maire de Biscarrosse et de membre du comité de vigilance que j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir aujourd'hui dans cette belle salle de l'Arc-en-Sang. Depuis 2001, le comité de vigilance s'est constitué pour véritablement interpeller les pouvoirs publics et les élus du bassin d'Arcachon sur la qualité des rejets des effluents urbains du bassin, donc de la population du bassin, mais également des industriels dont Smurfit. Et vous le savez tous, ces effluents arrivant au wharf de la Saly. On peut penser que ce comité est non seulement un comité de veille et de vigilance, mais que véritablement ses préconisations et son travail de lobbying finalement de concert avec d'autres associations a participé et joue un rôle d'éclaireur, mais également d'obligation à faire auprès des pouvoirs publics et auprès des élus. La veille, la vigilance, c'est certainement ce qu'elle fait au quotidien et René Capot nous envoie très régulièrement à tous de l'information et nous permet de toujours être sensibilisés à l'ensemble des problématiques de l'environnement. La défense, la promotion, elle passe par des actions de terrain et donc par des opérations d'information dans le cadre desquelles le comité organise ses conférences presque annuellement depuis donc 2001, ouverte au public et sur donc un thème d'actualité. Cher René, je sais que vous avez cette réserve qui vous honore. Nous savons ce que vous avez fait, nous savons ce que vous faites et je pense que vous êtes la cheville ouvrière sans laquelle cette journée, par exemple, ne pourrait pas avoir l'importance qu'elle a et que très prochainement on se retrouvera avec Monsieur le maire pour l'honorer pour toutes ces années d'investissement bénévole à nos côtés. Je rappelle d'abord que le comité de vigilance de Biscarrosse fait partie du collectif aquitain contre les rejets en mer qui regroupe 3 départements quand même, le Pays Basque, les Landes et la Gironde, ce qui fait à peu près 25 associations représentant un peu plus de 15 000 adhérents. Alors maintenant, il est nécessaire d'évoquer ensemble quelques dates importantes justement qui ont marqué l'activité du comité de vigilance. En 2003, lors de la première conférence, eh bien, c'était l'après-marée noire du Prestige, beaucoup d'entre vous doivent s'en souvenir, ça a laissé pas mal de traces. Et puis en 2006, on s'est occupé de la pollution des eaux, un phénomène lié principalement à nos pratiques individuelles et collectives. En 2007, le séminaire a porté plus sur les incidents des substances chimiques sur notre santé. Puis l'année suivante, à partir de la dune et des rivages, de leur histoire, nous dessinons les perspectives de la dynamique de la côte aquitaine. Large sujet. En 2009, on s'est attaché à l'eau et à son importance sur notre existence en particulier et sur la vie en général. En 2010, on a commencé à attaquer sérieusement et à se demander comment en finir avec les rejets polluants en mer. Et d'ailleurs, vous avez pu voir en 2013 le nombre d'exemples de retour sur nos plages de tous ces polluants qu'il y a en mer. Puis en 2011, nous dressons un état des lieux de toutes ces pollutions. Enfin, en 2012, nous nous arrêtions sur la découverte des milieux marins en Aquitaine. Et l'année dernière, rappelez-vous, nous nous interrogions sur le devenir de la forêt landaise. Vaste sujet encore s'il en est. Nous avons souhaité cette année aborder la place des micropolluants dans notre environnement et les enjeux de l'épuration. Alors ce terme peut faire un petit peu peur, mais vous verrez tout à l'heure, il ne va pas vous faire peur du tout. Mais ces enjeux sont importants, d'autant plus que nous connaissons l'impossibilité des steppes actuelles, je veux parler des stations de traitement et d'épuration,
de traiter les micropolluants et les résidus médicamenteux. Alors, fort de ce constat, bien entendu, nous sommes en droit de nous poser beaucoup de questions. J'en ai retenu 2. Quels sont les traitements susceptibles de pouvoir éliminer ces substances dans les réseaux d'assainissement des eaux usées, afin d'éviter de les rejeter contaminés dans les milieux naturels? Milieu aquatique, nappe phréatique, milieu marin, grande question, mais indispensable. Et puis la deuxième grande question, pour moi, c'est quelles sont les grandes avancées technologiques à venir qui permettront un meilleur traitement des micropolluants. Des stations d'épuration de 3e génération, avec ultrafiltration, membranaire, passage sur charbon actif, ozonation, osmose inverse, des tas de choses qu'aujourd'hui, les gens les plus affûtés en matière de technique réfléchissent et ont sans aucun doute des solutions à nous proposer. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente conférence débat. Merci à vous Kamel. René Capot, est-ce que, approchez-vous, je vous en prie, venez en pleine lumière, vous n'aimez pas ça, on le rappelle, bien sûr, et pourtant, regardez, il n'y a aucun problème. Est-ce que ce thème, les micropolluants, fait peur? C'est un petit peu la question que l'on peut se poser. Est-ce que c'est pas une approche, on va dire, un petit peu trop pointue? Je pense que les micropolluants, c'est un thème qui ne doit pas faire peur, mais qui doit être pris au sérieux. Je crois qu'il faut aborder les problèmes en toute transparence, il faut aller jusqu'au bout des choses, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, scientifiques, ingénieurs qui êtes aujourd'hui présents, et c'est à ce titre-là que je vous remercie d'être venus. C'était pas facile, c'était pas évident, mais sachez qu'on a besoin de vous, mais nous sommes là aussi pour vous aider également dans vos recherches, dans vos études. Ça, vous savez que le lien est très fort entre scientifiques et le comité de vigilance, et moi-même également, et Madame Hélène Buzinski peut en témoigner. On s'est rencontrés à 2 reprises à l'Université de Bordeaux, ça a toujours bien reçu, et je crois qu'il faut aller de l'avant, mais il faut aller très très vite, il faut que nos générations futures n'aient pas à souffrir de nos lacunes. Docteur en chimie, responsable du laboratoire de physico- et toxicochimie de l'environnement, du CNRS et de l'Université de Bordeaux. J'appelle aussi Jean-Pierre Rebillard, chef du service connaissance et valorisation de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Jérôme Albertini, responsable du marché micropolluants, Société de Grémont, Suez Environnement, qu'on applaudit également, et Jean-Michel Grenanguer, directeur technique de la Société de Grémont, Suez Environnement. Voici donc les 4 conférenciers qui ont répondu aujourd'hui présents, qui auraient pu être chez eux bien tranquillement, qui ont été non seulement convaincus par René Capot, mais par tout le comité de vigilance. Merci d'être parmi nous présents. Je vais vous laisser regagner vos places, mais par contre, je vais rester tout simplement avec Hélène Buzinski qui va ouvrir cette conférence sur les micropolluants, en remerciant l'assistance d'avoir été présente et de rester présente durant cet après-midi au Centre culturel L'Arc-en-Ciel de Biscarrosse. Merci à vous. Tout d'abord, bonjour. Alors je me présente juste donc je suis chercheur à Bordeaux, et en fait ce que je vais vous présenter est tiré vraiment de mon activité de recherche quotidienne. Donc depuis à peu près 20 ans, je travaille sur l'étude de la pollution chimique de l'environnement et plus particulièrement de l'eau. Quand on regarde en fait l'eau, donc inéluctablement l'eau pose déjà des problèmes et posera des problèmes de plus en plus importants parce que sa disponibilité va diminuer de façon assez arithmétique. Notre population est vouée à grandir, à augmenter. La ressource en eau est finie, donc de façon tout à fait proportionnelle, nous aurons de moins en moins d'eau par habitant à l'échelle mondiale. Et si on colle sur cette projection des changements climatiques à venir et des changements globaux, des usages et des pressions supplémentaires, en fait, réellement, l'accessibilité à l'eau deviendra un enjeu majeur. Et déjà un enjeu majeur pour beaucoup de pays, deviendra un enjeu majeur pour l'ensemble de notre planète. Au-delà donc de la quantité intrinsèque de l'eau, il est aussi question de s'occuper maintenant de sa qualité, et ce de façon de plus en plus prégnante. Cette qualité est essentielle pour préserver notre mode de vie, notre condition de vie, notre santé et la santé des écosystèmes. Cette qualité peut être affectée par la pollution chimique. Il s'agit donc de comprendre ce qui peut affecter cette qualité chimique, et c'est la base d'études scientifiques et de programmes de surveillance. Alors quand on regarde donc cette eau, il faut maintenant réellement allier la perception de qualité et de quantité. Alors pourquoi la qualité? Tout simplement parce que notre mode de vie d'occidentaux, mais pas que, puisque là aussi la mondialisation en fait généralise les concepts,
Eh bien, notre mode de vie est basé sur l'utilisation de la chimie. La chimie fait partie de notre vie de tous les jours. On consomme de la chimie. La chimie participe à toutes nos actions quotidiennes. Et nous utilisons des milliers, voire des millions de molécules quotidiennement. Ces molécules, donc, qui sont utilisées pour de bonnes raisons, elles permettent de lutter contre les incendies, elles permettent de lutter contre des parasites, elles permettent, en fait, globalement, notre mode de vie. Certaines de ces molécules peuvent être des contaminants. Donc il y a des réglementations européennes, notamment donc, au niveau de l'industrie chimique, la réglementation REACH, qui est une réglementation qui vise à responsabiliser l'industrie chimique et lui permettre de qualifier justement la toxicité et l'impact des molécules qu'elle fabrique et qu'elle commercialise. Et au niveau de l'eau, nous avons la directive cadre sur l'eau, qui a été mis en place et ratifié en 2000 et qui vise à pousser en fait à la connaissance et la perception de la qualité de l'eau. Quand on regarde l'eau, en fait, l'eau représente un enjeu majeur puisque l'eau, en fait, est le réceptacle final de tout ce qu'on va consommer, utiliser. C'est quelque part un peu la mémoire de notre société. Tout ce qu'on a un jour plus ou moins utilisé finit dans ce réceptacle ultime. Alors dans l'eau, le réceptacle ultime est encore de façon plus évidente l'océan. Donc l'eau, c'est quelque chose qui est important pour l'homme en tant que ressource d'eau potable, mais c'est aussi un milieu de vie pour toutes les espèces aquatiques qui font aussi la base, bien évidemment, de ces écosystèmes aquatiques. Donc l'eau est un mélange de toutes ces sources de pollution. On a largement dépassé en 2014 le débat de qui pollue l'eau. Globalement, la pollution de l'eau, c'est un phénomène global partagé. La pollution est multisource. On a des polluants d'origine agricole, d'origine industrielle, mais aussi domestique. Quand on dit domestique, c'est tout un chacun finalement. Et on a aussi dépassé le débat d'associer une classe, une famille de composés à un type de pollution. On a souvent dit les pesticides, c'est le problème des agriculteurs. Eh bien non, les pesticides, et on va le voir au cours de mon exposé, les pesticides, c'est le problème de tout un chacun aussi. Donc on est confronté à une pollution réellement généralisée et multisource, multicomposée, ce qui la rend plus difficile à cerner, à comprendre, mais surtout à gérer. Puisqu'en fait, fermer un robinet ne suffit pas quand on est comme ça, quelque chose de très généralisé. Donc en fait, si on résume, des milliers de molécules sont utilisées de façon quotidienne, fréquente, récurrente. Ces molécules, de façon multiple et variée, de par leur utilisation quotidienne, finissent donc pour beaucoup, mais pas uniquement, dans nos stations d'épuration, qui ont pour concept et but de traiter cette pollution, et elles la traitent, on verra, mais de façon incomplète. On a donc des rejets dans nos écosystèmes aquatiques, où là, on a encore une fois des dégradations, mais qui sont incomplètes. Et in fine, on a des impacts, alors notamment sur la faune et la flore aquatique. Vous avez peut-être entendu parler de ces phénomènes dont on débat beaucoup, parce que c'est assez médiatique, de dérégulation endocrinienne et de féminisation, notamment des poissons. Quand on regarde ce qu'on trouve dans l'eau, eh bien en fait dans l'eau on trouve tout. Dès qu'on cherche quelque chose, on le trouve. Donc là vous avez un petit résumé des connaissances de pollution à l'heure actuelle sur toutes les eaux européennes, mais le schéma est le même en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Donc on va trouver des hydrocarbures, on va trouver des retardateurs de flamme, on trouve des métaux. Donc ça ce sont des polluants, on va dire classiques, c'est ce que j'ai entouré en bleu. Et puis à partir des années 2000, on a pris conscience de notre type de pollution un petit peu plus, on va dire, émergente et surtout étonnante. On a trouvé dans l'eau des produits de soins corporels, des produits de riz de shampoing, des cosmétiques, des huiles, des filtres solaires et des composés pharmaceutiques. Donc ces composés, au premier chef, ne sont pas pensés comme étant potentiellement toxiques, sinon on ne les utiliserait pas. Et on n'avait pas forcément imaginé qu'ils puissent être des contaminants. Le fait est qu'en 2014, c'est avéré, ce sont des contaminants, alors dits encore émergents, parce qu'en fait, n'étant pas suffisamment documentés et pour lesquels il nous manque encore des connaissances, mais on peut réellement dire que leur présence est quand même quelque part préoccupante et qu'il est nécessaire donc de les étudier. Alors pourquoi d'un coup cette prise de conscience de la pollution ? À cause en fait de cette pollution alors généralisée, multiclasse, affectant finalement tous nos modes de vie, d'action et tout ce qu'on peut imaginer, eh bien essentiellement, pas que, mais essentiellement grâce à des progrès technologiques. On a, ces 30-40 dernières années, vu vraiment s'améliorer nos outils d'étude et de détection. Donc ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que ce n'était pas présent dans les années 80, c'est simplement que dans les années 80, on ne le regardait pas et qu'on n'avait pas les moyens de le voir. Et donc, ces outils étant de plus en plus sensibles, nous avons pu observer de plus en plus loin,
de mieux en mieux. Et qu'est-ce que nous avons vu? Eh bien, vous voyez, donc, bon, la courbe parle d'elle-même. À partir des années 70, en fait, nous mettons en évidence de plus en plus de composés. Vous avez là une courbe qui traduit bien le phénomène. L'augmentation du nombre de substances chimiques et identifiées dans les écosystèmes est en train de s'envoler. Le problème nitrate des années 70-80, oui, à l'échelle des milligrammes par litre. Le problème des pesticides des années 90, à l'échelle du microgramme par litre. Et donc actuellement, tout ce qu'on appelle contaminants émergents, pharmaceutiques, mais c'est aussi valable pour les cosmétiques, et une nouvelle classe de molécules qui fera parler d'elle, les additifs alimentaires, qu'on l'on consomme en grande quantité, tous nos édulcorants, etc., qui se retrouvent in fine également dans les milieux aquatiques. Eh bien, nous les avons enfin atteints parce que nous sommes capables de descendre au nanogramme par litre. Tout ceci se retrouve en mélange dans le milieu naturel et notamment dans le milieu aquatique, et donc on est confronté à une exposition de type mélange, donc ce fameux effet cocktail, où on va donc avoir un effet additif, cumulé, synergique, et qui va avoir un impact sur la santé humaine et sur la santé aussi de l'environnement lui-même. On a des réglementations et on a des programmes de surveillance qui visent des listes. Alors, dans la directive cadre sur l'eau, eh bien, une liste polluants prioritaires est ciblée. On a 45 molécules que l'on recherche. 45 molécules. En introduction, je vous parlais de milliers, voire de millions de molécules. Donc en fait, on a certes progressé en programme de surveillance grâce à des réglementations européennes. De façon à pouvoir supporter le coût de ces programmes de surveillance, on a borné des listes, et en les bornant, bien évidemment, eh bien, on a aussi un problème de vision globale de la pression de pollution dans les milieux aquatiques. Il faut savoir que il y a des suivis qui sont réalisés par l'État. Donc ça représente un énorme effort de surveillance. Vous voyez qu'il y a 50 000 points qui sont surveillés, un Indre-Garonne 8 000, mais avec des listes restreintes, qui ne permettent pas forcément d'appréhender la complexité de la pollution. A contrario, l'approche recherche que je vais porter, et que beaucoup de gens donc dans les universités et laboratoires de recherche portent, eh bien, ça va être d'étudier de façon moins fermée, moins bornée, sur beaucoup plus de molécules, mais forcément sur des cas d'études et dans des visions beaucoup moins larges. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que ces différents niveaux ont commencé à interagir. Et donc le triptyque que je vous ai représenté en bas est réel. Donc c'est une interaction forte entre scientifiques, gestionnaires et représentants de l'État, les législateurs, les gestionnaires politiques. Ce triptyque est réellement avéré et il est très important pour qu'on puisse progresser dans une amélioration vraiment de la situation. Qu'est-ce qu'on va trouver, qu'est-ce qu'on va chercher? Toutes sortes de molécules. Je vous ai fait une liste à la Prévert, donc elle n'est même pas finie. Donc on va s'intéresser à notre époque, d'un point de vue recherche, à des centaines de molécules. On va trouver des molécules, par exemple, le petit acronyme un peu bizarroïde, PFOS et PFAS. Vous allez me dire, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ce qui vous permet d'avoir des vêtements ou des tissus d'ameublement qui ne se tachent pas ou qui se nettoient très facilement. Si les tissus se salissent moins que dans le passé, c'est tout simplement parce qu'on les a traités avec des produits qui permettent une mauvaise adhésion des taches. Et je voulais finir sur l'introduction sur ces substances émergentes. En fait, dès qu'on y réfléchit, on en trouve, on en invente. On va trouver ces produits de soins corporels, ces détergents, mais aussi des composés naturels, les toxines algales, c'est aussi de la chimie. Et à l'heure actuelle, on voit apparaître de nouvelles toxines, certainement liées au changement climatique et peut-être à une combinaison des changements climatiques et des changements globaux. Et puis par exemple les drogues, et je trouve que ce schéma visualise très bien ce qu'on fait subir à l'eau. L'eau n'est que vraiment la conséquence de notre mode de vie. Vous avez ici le suivi donc, dans une station d'épuration de Paris, mais on trouve ça dans toutes les stations d'épuration. Ça a été répliqué à différents endroits en France, y compris à Bordeaux et en Europe. Donc vous avez ici le dosage de la cocaïne et de son métabolite principal en sortie de station d'épuration, donc après traitement. Vous voyez que nous avons des concentrations qui sont fortes, plusieurs centaines de nanogrammes par litre, donc on touche le microgramme par litre dans ces familles-là. Il faut savoir que ceci est maintenant utilisé par la police scientifique pour en fait réévaluer la consommation de ces drogues illicites, dont on a compris qu'en fait on avait une sous-estimation très forte grâce à ce genre d'études. Donc on voit aussi que finalement ces eaux usées peuvent être détournées pour être utilisées différemment et elles ne sont vraiment que le reflet de notre société. Elles nous représentent en fait ces eaux usées.
Donc les pesticides et les pharmaceutiques, pourquoi avoir choisi de faire un focus dessus? Tout simplement parce que ce sont des polluants majeurs de tous nos écosystèmes aquatiques. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, grosso modo, notamment dans nos pays occidentaux, quand on cherche des composés pharmaceutiques ou des pesticides, donc quand on les cherche dans le bassin d'Arcachon, dans la Leyre, quand on les cherche dans la Gironde, on les trouve. Donc petit focus, pourquoi plus intéressant? On va le voir ensemble. Les pesticides, donc ce sont des usages généralisés, très utilisés en agriculture bien évidemment, mais très utilisés aussi dans la vie quotidienne et donc en usage domestique. On va y revenir. Ce sont des molécules, alors là il n'y a aucun doute, elles sont fabriquées pour être toxiques, donc elles sont toxiques. Leur but c'est de tuer des parasites, mais c'est des molécules toxiques. Plus de 1000 composés existent. On en utilise de façon très générale et très fréquente, 300 à 400 en France, sous la forme de 2000 à 3000 formulations. Au-delà des pesticides, on a les produits de transformation des pesticides parce que ces molécules se transforment. Donc pour une molécule initiale, on est confronté à plusieurs molécules ensuite dans l'environnement, sur lesquelles on connaît encore moins de choses que sur la molécule initiale. La France est le premier consommateur de pesticides au niveau européen et grosso modo au niveau mondial. Donc ceci est lié simplement à notre agriculture. On est un pays agricole, donc on consomme et ce qui nous permet de produire, clairement. On trouve des pesticides un peu partout. Vous avez la carte de suivi de l'agence de l'eau, des agences de l'eau, et vous voyez donc les points rouges délimitent les points à problème. Donc vous avez la liste, on la voit mal, des molécules suivies et trouvées. Alors les deux premiers, vous ne pouvez peut-être pas lire, mais c'est le glyphosate et l'AMPA, donc marque commerciale connue, le Roundup. Donc c'est des composés qu'on trouve partout. Il faut savoir qu'ils ne sont pas dans la liste de la directive cadre sur l'eau, parce qu'ils n'ont pas été assez étudiés pour rentrer dans ces listes européennes. Et c'est pour autant les plus abondants. Ce sont ceux qu'on trouve partout. Donc quand ensuite on prend des réglementations sur la liste réglementaire, en fait, elle ne tient pas compte parfois de la réalité. Donc nous, on a fait des études. Alors on a ouvert notre focus et on a travaillé sur 60 molécules, 60 pesticides. Bon, c'est déjà pas les 300, mais c'est mieux que la petite dizaine des listes réglementaires. On les a choisis appartenant à toutes sortes de classes, donc des fongicides, des herbicides, des pesticides agricoles, des pesticides domestiques, des herbicides, des métabolites. Alors pourquoi des métabolites ? Je vais vous présenter un exemple qui va vous parler. Vous allez reconnaître une jolie lagune voisine de votre territoire, le bassin d'Arcachon. Dans le bassin d'Arcachon, on s'est demandé si on pouvait avoir un problème de pesticides, il y a à peu près une dizaine d'années. Les suivis réglementaires ne montraient aucun pesticide. Pour deux raisons. La première, c'est que les laboratoires de routine n'avaient pas les limites de quantification suffisantes pour atteindre les seuils auxquels ces molécules étaient présentes. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne cherchait pas les bonnes molécules. Vous avez donc la barre bleue, c'est le métolachlore. Le métolachlore est un herbicide très utilisé. Ce métolachlore a remplacé le diuron et parfois aussi le produit de remplacement du glyphosate. Mais pourquoi on ne le trouve pas? Parce qu'il se transforme. Il se transforme en métabolites. Et vous voyez que ces métabolites, à contrario, eux commencent à être assez abondants, facilement 10 à 20 fois plus forts. Et donc, si on ne les cherche pas, on ne les voit pas forcément, mais par contre, ils sont présents. Et ils ont bien sûr des actions identiques au produit initial. À l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est que les sources de façon générale dans les milieux aquatiques sont vraiment reliées à l'usage domestique. Les hôpitaux ou les usines qui les fabriquent peuvent de façon locale être des gros vecteurs vers le milieu naturel, mais ça reste local. Vraiment, l'apport majeur, c'est l'utilisation quotidienne de tout un chacun, bien évidemment, pour se soigner. C'est un apport continu qui leur confère une pseudo-persistance. Si demain on arrêtait tous les robinets, ces composés, qui ont un temps de vie dans l'environnement assez faible, se dégraderaient. Pire que les composés de pesticides, 3000 composés existent. On ne peut pas les doser. On ne sait pas doser 3000 molécules. Et on a à peu près 10 000 à 12 000 spécialités commerciales. 90 molécules sont consommées en France à plus d'1 tonne par an, dont par exemple le paracétamol. Et comme pour les pesticides, on a des métabolites. Donc on excrète, par exemple, si on prend l'ibuprofène pour soigner son mal de tête, on va rejeter de l'ibuprofène, mais on va rejeter de l'hydroxyibuprofène aussi, parce qu'on l'aura métabolisé. Donc on va rejeter 2 molécules au lieu d'une. Leur présence est avérée dans tous les compartiments aquatiques. On arrive d'un point de vue écotoxicologique à définir un seuil un peu sécuritaire, en dessous duquel on n'est pas à l'abri, mais on a de fortes chances de ne pas avoir d'effet sur le milieu. Eh bien, il se trouve que dans le milieu naturel, les concentrations en diclofénac sont très souvent au-dessus de ce seuil.
ce qui montre, à contrario, un effet potentiel. Je vais juste vous montrer comment on étudie tout ça, alors avec des grosses machines. C'est un point qui pose problème. Ce sont des études qui coûtent très cher et qui, pour le moment, ne rapportent pas grand-chose. Donc c'est l'investissement que peut faire un pays qui a les moyens de soutenir ce genre de recherche, qui a un rendu qui est à moyen ou long terme, mais pas à court terme, et qui demande des moyens d'investissement très lourds. Les machines que vous avez identifiées, visualisées ici, sont des machines qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Sans ces machines, on ne peut pas atteindre le seuil des nanogrammes par litre. Donc nous, en l'occurrence, le laboratoire français, supporté par la région Aquitaine, nous avons été dotés d'une plateforme de spectrométrie de masse analytique environnementale. Et grâce à cet équipement, nous avons pu donc développer des méthodes avec des limites de quantification qui sont systématiquement à l'échelle du nanogramme par litre, voire en dessous. Donc nous avons les moyens d'observer et de comprendre cette pollution. Sauf que nous avons suivi pendant 4 ans les stations d'épuration de l'agglomération bordelaise. Donc nous avons pendant plusieurs années échantillonné donc 2 stations d'épuration, Claudeville et Louis Fargue, donc des suivis sur 1 an à différents moments, 3 jours consécutifs chaque mois, donc tous les mois, ce qui fait que ça nous a amené à traiter plusieurs centaines d'échantillons. Et donc voilà quelques résultats. Nous en avons trouvé quand même, donc pas tous, mais nous en avons trouvé 31. 31 qui ont été quantifiés en entrée et en sortie. Donc déjà qualitativement, aucun abattement. Tous les composés trouvés en entrée ont été retrouvés en sortie. En termes de concentration, eh bien, pas d'abattement. La comparaison des barres rouges et des barres bleues parle d'elle-même. Si on prend le diuron, un pesticide historique, qui n'est plus utilisé normalement, eh bien, vous voyez le diuron en entrée 100 nanogrammes par litre, grosso modo en sortie 100 nanogrammes par litre. Donc les stations d'épuration bordelaises, qui sont modernes, à bout activé et biofiltre, épurent, mais typiquement ne touche pas cette classe de composés. Et on a en sortie, grosso modo, ce qu'on a en entrée. Au niveau des composés pharmaceutiques, c'est un petit peu plus efficace. Vous avez ici des résultats. Sur les 60 et quelques molécules suivies, 49 trouvées en entrée et 48 en sortie. Le paracétamol, typiquement, est une des molécules pharmaceutiques les plus consommées. Et nos stations d'épuration secondaires à bout activé ou biofiltre les dégradent à quasiment 100%. Donc ça, c'est très positif. A contrario, un composé comme la carbamazépine, qui est vraiment de l'autre côté, en rouge, c'est un antiépileptique utilisé comme psychotrope d'appoint. On en utilise plusieurs tonnes par an, donc pour toutes sortes de pathologies, et pas que l'épilepsie. Eh bien, elle n'est pas du tout épurée. Donc pour les composés pharmaceutiques, une situation complexe, beaucoup de molécules et comportements très variables. Et de façon un peu générale, quand même, une assez mauvaise épuration pour nos stations biologiques secondaires. Vous avez ici un petit résumé. Vous voyez, donc selon les stations d'épuration, Claudeville, Louis Fargue, eh bien, grosso modo, on va dire qu'on a une petite dizaine, moins d'une petite dizaine de molécules bien épurées, les autres ne l'étant pas. Donc, la source de la contamination de notre estuaire. Nous avons pu qualifier les flux. Alors, nous avons des flux qui vont du kilogramme à quelques grammes par jour dans notre estuaire, suivant les composés qui sont utilisés. Est-ce qu'on retrouve ça dans la Gironde ? Alors, nous avons conduit, donc pour cet estuaire, un suivi sur plusieurs années. Nous avons qualifié l'amont et l'aval et les apports de notre agglomération. Pour cela, donc, nous avons travaillé donc, sur plusieurs années de suivi. Nous avons mis en œuvre des échantillonnages mensuels et aussi des nouveaux outils qui utilisent des échantillonneurs passifs. Et nous avons regardé ce qui arrivait de l'amont et ce que Bordeaux apportait en tant que tel par rapport à l'amont. Globalement, dans notre estuaire, au niveau de Bordeaux, d'un point de vue quantitatif, la majorité des pesticides en concentration sont le métolachlore et ses métabolites, un petit peu comme dans le bassin d'Arcachon, et ça, c'est l'empreinte de la maïsiculture de l'amont de notre bassin versant. Quand ensuite on regarde les autres pesticides, eh bien on trouve l'acétochlore, encore un herbicide, un ancien herbicide, et l'imidaclopride, par exemple, qu'on avait vu en station d'épuration. On trouve principalement les métabolites de l'acétochlore, et pas l'acétochlore. Encore une fois, on voit l'intérêt de rechercher les bonnes molécules. Et nous allons faire un petit focus particulier sur quelque chose qui pourrait paraître anodin. Un pesticide, je vous l'ai montré tout à l'heure, le fipronil. Hop, là. Fipronil, 50 nanogrammes par litre en sortie de station d'épuration. Avec le taux de dilution de l'estuaire, on pourrait se dire que c'est anecdotique. Sauf que le fipronil est un pesticide qui est très toxique.
il a une concentration dite sans effet à 0,7 nanogrammes par litre. Ce qui veut dire que dès qu'on sera au-dessus, on aura quelque chose qui potentiellement pourra représenter un danger. Qu'est-ce que le fipronil? Tous ceux qui ont des animaux connaissent les traitements anti-puces et anti-tiques, et c'est notamment la substance active qui était utilisée dans la pipette Frontline. Donc c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre vie de tous les jours. Et vous voyez que très souvent on le trouve au-dessus de 1 nanogramme par litre. Et donc on le trouve au-dessus de sa concentration toxique. Donc on peut réellement se dire que malgré le fait qu'il soit présent à l'état d'ultra-trace, il représente un danger potentiel. Et qu'il est donc nécessaire de comprendre réellement sa source et éventuellement d'enfermer le robinet. Pour les composés pharmaceutiques, alors de façon, on va dire, un petit peu moins documentée parce qu'on a moins de connaissances en termes de toxicité, juste pour vous montrer un peu la présence. Bien globalement, donc là vous avez les histogrammes de amont-aval. Grosso modo, ces composés pharmaceutiques, on les trouve, 36 molécules. Donc on a trouvé 36 molécules systématiquement. Ces 36 molécules, on voit très nettement le point de Bordeaux comme impact. Donc on montre qu'il y a des apports amont, forcément. Il y a au moins Toulouse en amont. Mais on peut marquer vraiment de façon très précise l'apport de notre ville sur cette empreinte. Et donc on a pu calculer des flux. Donc on a pu montrer que par exemple l'abacavir, qui est un antiviral, marque notre estuaire principalement par son apport local. Oui, c'est ça, par son apport local, puisqu'on est dans la barre orange. Et à contrario, d'autres composés, comme par exemple la carbamazépine, dont je vous ai déjà parlé, ou des benzodiazépines, comme l'oxazépam, eux, donc bien qu'ils aient un apport local, leur apport principal est amont. Alors ça, c'est des données importantes pour les gestionnaires, parce que si à un moment donné, il faut faire baisser la concentration d'une molécule ou d'une autre, il faut bien évidemment cerner leur source principale. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait trouvé une quarantaine de molécules en pharmaceutique. Quand on ne fait pas d'analyse ciblée, on en trouve plus de 7000. Donc 8000 molécules identifiées en entrée. Notre étude, qui est déjà très conséquente, a travaillé sur 150 molécules. Et on en avait 8000. Alors après, par contre, station d'épuration, ça a une certaine efficacité. Vous voyez que sur les 8000, on en retrouve 2000 en sortie. Et qu'on en a perdu, grosso modo, 6000. Alors perdu, dégradé ou passé dans les boues. Autre sujet. Mais par contre, on en a généré 2500 nouvelles. Pourquoi? Parce que les stations d'épuration fonctionnent sur la dégradation biotique, très souvent, donc d'organismes, et on crée des métabolites. Je vous montre une petite rivière de Bordeaux, périurbaine. Vous avez la carbamazépine, donc dans cet effluent de station d'épuration, qui est à Cantinol dans ce cas-là. Donc la carbamazépine est présente au microgramme par litre. C'est déjà conséquent. La gabapentine est présente grosso modo à 4 ou 5 microgrammes par litre. Donc on était passé à côté d'un traceur majeur et d'un traceur qui impacte fortement la petite rivière en question, puisqu'en fait, vous voyez, c'est les barres bleues claires, et vous voyez que c'est une molécule majoritaire dans ce petit ruisseau. Et cette molécule, au départ, elle n'avait jamais été hiérarchisée, parce qu'elle ne sortait pas forcément des enquêtes préliminaires. Mais c'était aussi parce qu'on ne la regardait pas. Alors difficile de regarder des milliers de molécules. La conclusion, c'est que tout ça demande une approche, une gestion et une vision intégrée. C'est évident qu'il faut comprendre les usages d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Et donc en conclusion, je dirais que la présence de ces micropolluants est avérée. À notre époque, on ne se pose plus de questions, elle est avérée dans nos milieux aquatiques. Nuançons avérés à l'échelle des nanogrammes par litre. Pour autant, dans des matrices complexes variées et avec l'effet mélange. Une molécule au nanogramme par litre ne posera peut-être pas de problème. 1000 molécules au nanogramme par litre poseront peut-être des problèmes. On a ouvert une boîte qu'on pourrait qualifier de Pandore. On arrive à maintenant avoir une assez bonne perception, mais on a besoin de l'approfondir. L'exemple de la gabapentine, elle ne sortait pas dans les enquêtes précédentes. L'exemple des métabolites. Donc on a besoin d'améliorer sans arrêt nos outils et de les travailler de façon intégrée, multiparamètres et multitechnique. Mais on a besoin aussi de comprendre les notions de variabilité, puisque bien évidemment, on est soumis à des variabilités saisonnières, d'usage, etc. Donc on doit améliorer nos suivis. Et donc ça va passer par des suivis haute fréquence, ou l'invention de nouveaux outils intégrés. Ça a un coût. Tout ceci pour vraiment, en fait, diagnostiquer correctement la pression, la présence, mais également remonter aux sources.
Parce que le but n'est pas de faire qu'un diagnostic, le but est réellement de comprendre d'où viennent ces molécules et quand elles sont problématiques, de les gérer. Il faut vraiment se poser la question de savoir quel composé cibler, dans les études et dans les actions. C'est pas si simple que ça. Je vous ai montré les suivis de l'agence, ça fait clignoter des points, mais ça ne prend pas en compte le glyphosate et l'AMPA. Je vous ai montré le métolachlore ne ferait pas clignoter certains points, à contrario, les métabolites du métolachlore, oui. Donc quel composé doit-on choisir pour faire les suivis de recherche et les suivis réglementaires? On peut améliorer l'épuration, si on revient à la question initiale, quel enjeu pour l'épuration? On peut améliorer l'épuration. Pour certaines molécules, il faudrait certainement le faire. Si je prends l'exemple du fipronil, s'il est démontré qu'il pose un problème, il faudra diminuer son apport à l'estuaire de la Gironde. Mais au-delà de l'amélioration de l'épuration, on peut traiter à la source. Alors traiter à la source, il y a deux façons de traiter à la source. Il y a la réduction. Donc ça, c'est l'usage, c'est la consommation. Donc ça, c'est pas uniquement mécanique et technique, c'est aussi sociétal et politique. Et puis, on peut aussi traiter à la source, parce que quand on traite des petits volumes, on est beaucoup plus efficace. On parle beaucoup d'essayer de doter les hôpitaux de traitements dès leur sortie, de façon à concentrer le problème, mieux le traiter, donc avec moins de dépenses énergétiques et donc un coût moindre, qui du coup ne se répercuterait pas sur le réseau dans sa totalité et in fine sur les systèmes aquatiques. On a en 2014 progressé depuis 2000, 14 ans. Au repas, on disait 14 ans, c'est pas beaucoup, mais en même temps c'est beaucoup. Bon, mais c'est vrai que c'est pas si vieux que ça. Donc en 14 ans, on a énormément progressé dans la compréhension et la perception de la contamination des milieux aquatiques. Au jour d'aujourd'hui, il nous reste à comprendre vraiment, dans certains cas, l'effet de cette pression et la source, et ensuite de mettre en place des mesures pour la gérer. Et donc je vous remercie de votre attention. On commence toujours préparer la division style, brillante intervention, docteur en toxicologie, directrice du laboratoire de physico-chimie des systèmes naturels du CNRS et de l'Université de Bordeaux 1. Vous allez répondre, je suppose, à certaines questions. Avant peut-être qu'il y ait certains volontaires, moi je me tournerai vers Guy Ducournau, qui a été quand même président du CIEP pendant un certain temps. Je suppose que vous avez aussi peut-être des questions à poser à Hélène Buzinski en disant mais on fait le nécessaire, on fait le maximum, mais tout n'est pas fait peut-être à 100%. C'est quelque part ce que j'ai pu lire sur votre visage. C'est vrai que depuis 12 ans, moi, je suis en charge de voir comment on peut traiter les eaux brutes pour en faire des eaux potables. Et je trouve, on est à un tournant parce qu'on est en train de construire une nouvelle station de traitement pour produire de l'eau en quantité plus grande, puisque le besoin, vous l'avez défini, augmente toujours, mais en qualité aussi. Les réponses nous sont données par les industriels qui, lors de la conception de l'outil, nous disent qu'il est nécessaire maintenant, compte tenu de la qualité des eaux de source, des eaux brutes, d'apporter tel ou tel équipement pour satisfaire aux normes. Mais je constate que les normes, et c'est un peu le résultat ou la conclusion de ce que je dis, les normes sont toujours en train d'être redéfinies au motif qu'on connaît de plus en plus de micropolluants. Et c'est vrai qu'il y a à peine un an, je viens de découvrir, mais vous l'avez cité, le métallochlore, qui vient d'être une contingence nouvelle qu'il a fallu intégrer dans l'outil qui est en train de se développer, mais qui n'était pas prévu pour le traiter. Donc on est effectivement en train de tester ce processus de diminution, je ne dis pas d'élimination, de diminution des effets des métallochlores. Et il n'est pas... L'usine sera terminée dans un an, peut-être que dans 2 ou 3 mois, on nous imposera aussi de traiter un peu mieux tel ou tel micropolluant. Mais voilà, tout ça pour conclure que je dis qu'on est en plein dans le processus d'amélioration et de, même en étant responsable d'une construction et d'un coût, mais on est souvent, toujours en direct et en contact permanent avec l'agence qui nous impose la normalisation et les équipementiers, peut-être il y en a qui nous parleront tout à l'heure, qui cherchent à améliorer le traitement.
Voilà, je crois que j'ai été pris au dépourvu, mon cher Hervé, j'espère avoir apporté C'était mon témoignage. une réaction à chaud qu'on vous demandait, Guy Ducournau, et vous le faites fort bien. Merci. Bon, je trouvais cet exposé remarquable, extrêmement complet, et vraiment j'étais très très intéressé par cet exposé. La question que je pose, c'est une question qui déjà un peu nous préoccupe, c'est qu'il y a des cultures légumières très importantes à l'amont du bassin d'Arcachon, en particulier des cultures de légumes et de carottes, et on utilise donc des nématicides, des produits gazeux. Et on s'était posé à une époque la question, est-ce que ces nématicides, ces pesticides qui sont mis dans les sols de façon importante, de l'ordre de 100 à 200 tonnes par an, est-ce que ces produits se retrouvent dans le bassin d'Arcachon ou dans la Leyre? Est-ce qu'il y a eu des études à ce sujet? Vous me posez toujours la même question. Tout à fait. Alors je vais compléter les réponses précédentes et du coup je vais me servir de la première intervention. On touche typiquement, dans la question qui vient d'être posée et dans le commentaire qui a été fait précédemment, on touche à la difficulté où en fait souvent on court après la connaissance. C'est-à-dire que la réglementation forcément doit s'appuyer sur quelque chose qui est hyper robuste. Il ne s'agit pas d'interdire ou de réglementer sur des choses qui ne sont pas ancrées dans le marbre. Et donc, pour cela, on a besoin d'un très grand nombre d'études, donc souvent d'un laps de temps très conséquent. Donc, l'échelle de temps du gestionnaire et du politique n'est pas la même que l'échelle de temps du scientifique. Et c'est pour ça que souvent les listes réglementaires ont un temps de retard sur les listes de recherche. Et les listes réglementaires, quand on ne peut pas tout suivre, en fait, on va faire des choix. Alors, on choisit les plus problématiques, les plus préoccupantes, les plus dangereuses, les plus toxiques, etc. Mais on le fait sur un état de l'art à un instant donné. Et donc, vous avez raison de dire, donc là, on vous impose de travailler sur le métolachlore. Bon, déjà, je vous demande, est-ce qu'on vous a demandé de regarder ces métabolites qui n'ont pas la même physico-chimie, donc pas forcément le même comportement, ce qui fait que l'abattement du métolachlore ne sera peut-être pas forcément proportionnel à celui de ces métabolites. Et puis d'ici 2-3 ans, si le métolachlore est interdit, il sera remplacé par autre chose. Par autre chose qu'on ne connaît pas. Et donc en effet, quand on aura mis en place en 2014 un système tout à fait adapté pour traiter le problème dont on avait connaissance en 2014, en 2016, il pourra déjà être obsolète. Je caricature. Donc, et la question de M. Froidefond est un peu la même. Au premier abord, donc là, 300 pesticides, on ne peut pas les doser tous. Donc on fait des choix. Et on fait des choix par rapport à la toxicité, l'usage, etc. Et puis une sorte de pronostic de présence. Donc ces nématicides, dans un premier temps, quand le réseau Répar a été lancé, n'ont pas été focalisés comme prioritaires. Pourquoi? Non pas à cause de leur tonnage, il est très important. Non pas à cause de leur toxicité, elle est très importante. Mais par contre, vous avez dit le mot magique, gazeux. Donc il a été, et à juste titre, fait l'hypothèse que ces composés allaient principalement se répartir dans l'atmosphère et en fait passer en phase gazeuse et du coup être emmenés par les processus atmosphériques, donc transportés au loin et dégradés. Donc, dans un premier temps, parce qu'il fallait faire des choix, ils n'ont pas été implémentés dans les listes prioritaires du réseau Répar, qui ne sont pas des listes réglementaires, mais qui restent des listes que l'on doit définir. Et donc, depuis 1 an, on travaille à introduire de nouveaux composés, dont ceux-là, dans la nouvelle liste. Mais là aussi, c'est une course en avant permanente, parce qu'en fait, chaque fois qu'un composé alors est interdit, il faut quand même continuer à le regarder, parce qu'il peut y avoir des petites fraudes. Chaque fois qu'un nouveau composé arrive, il faut vite redévelopper une méthode, et ainsi de suite. Donc là, le gestionnaire court après la science, qui elle-même court après la réglementation. C'est un peu comme dans le dopage. On met au point des méthodes pour contrôler les sportifs sur la base du Tour de France 2013. Et pour le Tour de France 2014, ils auront utilisé d'autres molécules. Et en fait, c'est un cercle qui n'est pas vertueux, celui-là. Et la solution viendra certainement par une meilleure intégration. Donc mon triptyque, j'y tiens, que tout le monde discute, tout le monde collabore. Il n'est plus question de cloisonner, industriels, gestionnaires, scientifiques, politiques. Toutes ces sphères doivent travailler ensemble. Et on doit raccourcir les délais. Raccourcir les délais de communication, d'interaction, pour justement ne pas faire ce genre de choses, développer un procédé qui n'aurait plus d'intérêt, etc. Voilà.
Et on va appeler donc Jean-Pierre Robillard, docteur en écotoxicologie et hydrobiologie, chef du service connaissance et valorisation de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Jean-Pierre, c'est à vous. Merci. Donc différents types d'actions pour réduire les micropolluants. On peut avoir des actions préventives, donc de protection à la ressource. On peut avoir des actions de connaissance, donc mieux connaître pour mieux agir. De l'autre côté, j'ai mis les actions donc réglementaires et les actions curatives. Forcément, moi je parlerai donc des deux premières, actions préventives et les actions de connaissance. Donc comment on va faire pour estimer la qualité du milieu aquatique? Sachant que quand je parle de milieu aquatique, pour moi ça englobe donc les rivières, ça englobe les lacs, ici en bas, ça englobe le littoral et les estuaires, et ça englobe également les eaux souterraines, ici je vous ai illustré par une résurgence dans le Lot. Donc il faut bien voir qu'en fait les gestionnaires, ils ont à s'occuper de ces 4 milieux aquatiques. Donc en fait, comment on va faire pour identifier une contamination ou une pollution? Alors c'est à peu près évident quand vous retrouvez, je crois, tous au bord d'une rivière. J'ai pris l'exemple d'une rivière, on a tous tendance assez rapidement à essayer de vouloir estimer sa qualité, c'est un peu humain. Donc quand on est dans des cas comme ça, je dirais que presque visuellement, on est capable d'évaluer la qualité. Alors, objectiver les observations en dosant quelques polluants, une palette de qualité, je voulais juste y revenir tout à l'heure, parce qu'en fait les 2 cours d'eau que je vous ai montrés, je vous ai un peu piégé parce qu'ils existent. Ils sont pas très loin d'ici, d'ailleurs, ils sont dans les Landes, ils s'appellent le Région et le Luzou, vous les connaissez peut-être. Alors ces cours d'eau, je vous avais dit qu'il y en a un qui était super contaminé, on est d'accord, hein, azote, métaux, matières organiques, on a en aval des rejets d'un grand papetier. Et puis l'autre, il est tout propre, mais il est en aval d'un rejet d'une industrie chimique qu'on ne voit pas. Donc quand on peut prendre la photo, ça peut être un peu trompeur. Il y a de l'arsenic, de l'aniline, des cyanures, de l'azote qu'on retrouve. Donc ça, je voulais juste insister sur quelque chose. C'est important de vraiment objectiver l'ensemble de nos observations, parce que pour moi, j'y piège à peu près tous les étudiants qui passent à l'agence de l'eau. Les 2 cours d'eau, forcément, ils sont pollués. Si on se contente juste d'un regard un peu visuel, on va passer complètement à côté. On a l'impression qu'il est un peu idyllique. L'autre est pollué parce qu'on le voit un peu moussé, il est un peu noir. Mais malheureusement, quand on regarde les analyses, quand on a les résultats d'analyse, on s'aperçoit qu'ils étaient tous les 2 pollués. Effectivement, je pense que la surveillance, il va falloir la faire évoluer. Tout simplement, pourquoi? Si on regarde un peu en détail, actuellement, on recherche des molécules, pas forcément sur la bonne matrice. Donc des molécules qui n'ont pas trop d'affinité avec l'eau, on nous fait rechercher sur l'eau. Donc c'est pour ça que je me suis mis un moment, pour enfoncer un clou, il vaut mieux que je prenne un marteau qu'une clé ou qu'un... Voilà. Également, ce qu'il va falloir parler, je vous l'ai dit, on a une liste de molécules. Donc c'est-à-dire qu'on regarde les molécules indépendamment les uns des autres. Or, Hélène vous l'a dit, dans les milieux naturels, les molécules, elles sont ensemble. Les molécules, elles font, en fait, il y a des interactions. Nous, on considère qu'il y a 0 interaction. Hein. Molécule bonne, l'autre est mauvaise, voilà, on les défile les unes avec les autres. Donc effectivement, je crois qu'à un moment, il va falloir se poser la question, c'est est-ce que toutes ces molécules sont rejetées dans le milieu? Est-ce que c'est grave, docteur? C'est mon petit visuel que j'ai mis. Donc on va avoir recours, je pense, bientôt à des notions de bioessais, de biomarqueurs, pour prendre effectivement aussi l'aspect cocktail, donc les molécules qui interagissent avec eux, entre elles, qui vont donner peut-être des molécules qui sont plus toxiques que celles qui étaient initialement rejetées dans le milieu. Également, les gestionnaires, ils ont à faire quoi? Ils ont aussi à gérer des choses qui sont présentes dans le milieu et qui, à mon avis, je serai encore mort qu'elles seront encore là. Je pense notamment, alors j'ai 2 exemples sur le bassin Adour-Garonne. C'est l'exemple du Cagnium, donc Cagnium qui prend sa source dans l'Aveyron et puis qui va aller contaminer les huîtres de l'estuaire de la Gironde, puis les huîtres de Manen-Oléron. Donc il y en a des tonnes et des tonnes dans les sédiments. Ils sont là, il faut apprendre à faire avec, mais à mon avis, demain, on devra encore continuer à avoir, sachant qu'on aura beau avoir 0 rejet de cadmium, 0 rejet de cadmium en 2027, on trouvera encore du cadmium sur certains continuums du bassin Adour-Garonne. Et puis je crois j'ai voulu terminer un petit peu là-dessus, je crois qu'aussi il faut apprendre à changer un petit peu nos comportements, changer de perception, ce niveau d'acceptabilité, comprendre les freins au changement, parce que c'est vrai que je pense qu'à notre niveau, moi j'ai un peu cette impression, on peut aussi être contributeur à moins mettre de produits dans les milieux aquatiques. Alors j'avais une petite photo qui a sauté, mais j'avais un petit jardinier qui était en train d'arroser ou de traiter ces petites plantes avec des herbicides, et il avait une corde au cou en disant t'es en train de te pendre. C'est un petit peu ça, je pense que c'est important effectivement d'avoir, je pense que c'est important, je pense que on peut accepter sur les trottoirs d'une commune d'avoir quelques herbes folles qui poussent sans pour autant mettre des pesticides. On peut revoir la façon, on n'est pas obligé de mettre des pesticides partout, il y a des produits thermiques, on peut employer d'autres choses. Donc je pense que ça, c'est ce volet SHS, c'est important. Moi ce que je vois, parce que j'évalue aussi certains projets de recherche,
Je m'aperçois, alors effectivement, Hélène a parlé d'un projet étiage qui vient de se terminer. Étiage, on était très pur et dur, sciences fondamentales. Je vois que dans les nouveaux projets qui vont démarrer, on va dire demain, fin d'année, demain c'est la fin de l'année, et bien ce volet SHS, sciences sociales, perception un peu, il est pris en compte et ça je pense que c'est aussi important. Je vous remercie de votre attention, j'espère que je ne vais pas trop embêter, c'est pas toujours évident. Merci. Avec l'acquisition de plus d'1 million de résultats d'analyse par an, l'Agence de l'eau Adour-Garonne est le principal producteur d'informations environnementales sur le bassin. Elle répond ainsi à l'exigence posée par l'Union européenne et à tous ses États membres d'assurer la surveillance de leurs milieux aquatiques. Pour cela, elle réalise ou fait réaliser des prélèvements ou des analyses qui vont être présentées dans la grande diversité des milieux auxquels ils s'appliquent. Lacs, rivières, eaux de transition, eaux côtières et eaux souterraines. L'une des missions essentielles de l'Agence de l'eau Adour-Garonne est la lutte contre les pollutions. Pour cela, elle a besoin de connaître la qualité des milieux. Il s'agit en effet d'identifier les territoires sur lesquels un problème de pollution est avéré. Historiquement, depuis les années 70, lors de sa création, c'est-à-dire depuis plus de 40 ans, l'agence suit la qualité des milieux du Grand Sud-Ouest. On parle couramment de réseau de surveillance. Dans les années 1990, l'agence a souhaité initier avec ses partenaires locaux des réseaux complémentaires de suivi parce qu'en fait, il fallait répondre à leurs propres besoins de connaissances. Les collectivités ont ainsi progressivement adhéré à cet objectif partagé de connaître pour agir et actuellement, elles pilotent un tiers des réseaux du bassin. Toutes ces données produites et ces informations sont valorisées pour bien connaître les territoires. L'enjeu essentiel, il faut bien se le rappeler, c'est de cibler les actions de dépollution. C'est un moyen très concret de les rendre plus efficaces, mais également d'optimiser les aides publiques qui sont apportées à ces actions. Depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, les élus du département ont décidé d'avoir une politique volontariste et assez efficace en matière de gestion et de ressources en eau. Ça a démarré dans les années 1985 avec une volonté de pouvoir au départ la quantifier et quelques années plus tard travailler sur les enjeux plus qualitatifs, sur la qualité des eaux. Donc ça fait longtemps effectivement que le département mène une action publique, une politique publique en matière de gestion des eaux de ce département. Et nous avons bien entendu à chaque fois trouvé l'appui technique et financier de l'Agence de l'eau Adour-Garonne avec qui on travaille depuis le départ sur tous ces dossiers. Ce sont des prélèvements et des analyses qui constituent le socle de la surveillance des milieux aquatiques. Ces opérations de terrain et de laboratoire mobilisent environ 40 structures, que ce soit des laboratoires d'analyse, des bureaux d'études, des collectivités territoriales ou bien encore des organismes de recherche. Ce sont donc au final près de 400 personnes qui travaillent par mois à la connaissance de la qualité des milieux aquatiques du bassin. La surveillance concerne à ce jour 4 types de milieux: les lacs, les rivières, le littoral et les eaux souterraines. Commençons par nous plonger dans le premier de ces milieux que sont les lacs du bassin Adour-Garonne. Sur les 4000 lacs que compte le bassin, 107 font l'objet de surveillance. Ils se situent entre 2000 mètres d'altitude et le niveau de la mer. Leur profondeur varie entre 2 et 120 mètres et leur superficie peut atteindre par exemple jusqu'à la moitié de celle de la commune de Toulouse. Les lacs naturels situés sur la frange atlantique comptent parmi les plus grands de France. Les lacs artificiels résultent d'anciennes activités extractives ou de la construction de barrages. Ces retenues sont destinées soit à l'hydroélectricité, soit au soutien d'étiage. Le suivi de ces lacs a débuté en 2007 et les prélèvements sont assurés par différents bureaux d'études. Nous intervenons sur tous les types de plans d'eau que l'on rencontre sur le bassin Adour-Garonne. Aussi bien des lacs naturels, de montagne dans les Pyrénées comme le lac Bleu, ou des lacs de la côte atlantique comme Ourtin ou Cazaux. On intervient aussi sur des retenues hydroélectriques ou les retenues collinaires qui servent au soutien d'étiage. Pour chaque plan d'eau, nous réalisons 4 campagnes de prélèvement, donc une par saison. Nous effectuons une fois sur site dans la zone de plus grande profondeur des relevés de température, pH, conductivité ou oxygène, des relevés de transparence et nous effectuons des prélèvements d'eau et de sédiments. En ce qui concerne les prélèvements d'eau, nous utilisons une bouteille intégratrice qui nous permet de prélever directement dans la colonne d'eau la quantité d'eau nécessaire pour les analyses réalisées ensuite au laboratoire. Puisque cette bouteille est intégratrice, il n'y a aucune manipulation à faire, donc aucune contamination possible des échantillons d'eau. Les lacs de montagne sur lesquels nous travaillons sont généralement très profonds, donc cela nécessite d'avoir un matériel bien spécifique avec des longueurs de câbles très importantes. Étant donné la charge de matériel que nous amenons sur site,
environ 300 kg entre le bateau, le moteur, les différents matériels de prélèvement et de mesure. Quand ils ne sont pas accessibles directement en voiture, le seul moyen de pouvoir monter sur site reste l'hélicoptère. Quel que soit le lac, il faut d'abord obtenir les autorisations de navigation auprès des services de l'État et les autorisations d'accès auprès des gestionnaires. Dans le cadre des lacs de montagne, notamment au niveau du parc national des Pyrénées, on doit obtenir en plus une autorisation d'héliportage car nous survolons des zones sensibles ou des espèces protégées vives telles que le gypaète barbu. Ces échantillons sont ensuite amenés au laboratoire dans un délai de 24 heures maximal afin d'être analysés. Le suivi de ces lacs consiste aussi en des prélèvements d'organismes vivants, des éléments de flore comme les herbiers ou de faune comme les poissons, dont la capture nécessite l'utilisation de filets. Alors les filets sont posés de façon stratégique et pour cela on est obligé de bien connaître la bathymétrie des fonds. Donc cette bathymétrie est obtenue en naviguant sur la superficie du plan d'eau en zigzag avec un échosondeur. Comme chaque point de mesure est géolocalisé, on obtient une carte très précise du fond du plan d'eau. Alors, les filets sont posés la veille avant la tombée de la nuit et ils sont relevés 12 heures après. Alors, ces filets sont disposés dans différents endroits, au niveau des berges aussi bien qu'au milieu du plan d'eau. Il y a différents types de filets, des filets de fond pour capturer les espèces qui y vivent et des filets de surface pour les autres espèces. Tous les poissons sont identifiés en termes d'espèces, ils sont mesurés et pesés. Alors sur les plans d'eau, on effectue aussi des recensements d'herbiers. Donc ça peut être des espèces indigènes exceptionnelles telles que la châtaigne d'eau, ou parfois on rencontre aussi des espèces envahissantes exotiques telles que la jussie ou le lagarosifon. Et aussi on peut noter la présence de grands herbiers d'espèces plus passe-partout telles que le nénuphar. Quittons ces milieux clos pour nous retrouver sur les rivières. Leur taille et leurs caractéristiques varient selon qu'elles sont ruisseaux, rivières ou fleuves. Elles peuvent être naturelles, remodelées par l'homme, voire artificielles comme le canal du Midi. Le bassin compte 120 000 km de cours d'eau et 1500 sites qui permettent leur surveillance. Alors nous intervenons sur différents sites, que ce soit à la campagne, à la montagne ou en ville. La première chose que nous devons faire lorsque nous arrivons sur une station, c'est repérer un petit peu le site et savoir où nous allons prélever. Chaque mois ou tous les 2 mois, suivant la fréquence de passage sur ce point, nous allons revenir au même endroit, adapter simplement notre prélèvement, qu'il soit réalisé en botte ou en waders, directement au centre du cours d'eau ou à la perche ou au seau ou à l'ampoule à prélèvement depuis le pont pour avoir un échantillon vraiment homogène et représentatif de la rivière. Une fois que ceci est fait, nous allons devoir faire des prises de notes où nous allons noter les différentes conditions de prélèvement, les présences de mousse, d'hydrocarbures, présence d'objets divers. La deuxième chose, on va prendre des mesures. Donc des mesures simples qui vont être tout simplement le pH, l'oxygène, la température ou la conductivité. Le but, c'est de ramener un échantillon, quoi qu'il en soit, à l'agence et de le faire analyser. Donc, par tous les moyens, on va essayer de se débrouiller pour récupérer l'échantillon. Au même titre que d'autres bureaux d'études, la mission d'Asconide Consultant consiste à réaliser un certain nombre de relevés d'organismes vivant dans les cours d'eau. C'est grâce à des espèces dites indicatrices que l'on peut évaluer la qualité des cours d'eau. Ces espèces sont sensibles à certaines formes de pollution et ainsi vont disparaître dès l'apparition de dégradation du cours d'eau. En leur absence, on pourra ainsi qualifier un cours d'eau comme étant en qualité moyenne ou mauvaise. Ce travail, concernant les indicateurs biologiques, est bien évidemment encadré par un certain nombre de normes et de procédures qui sont mentionnées dans les appels d'offres lancés par l'agence. Ces relevés biologiques permettent d'identifier et de quantifier les espèces présentes dans les rivières. En ce qui concerne la flore, les indicateurs biologiques reposent sur les diatomées et sur les plantes aquatiques ou macrophytes. Les diatomées sont de petites algues brunes qui vivent fixées sur les cailloux. C'est en grattant ces cailloux que l'on récupère les diatomées. L'échantillon est ensuite fixé à l'alcool pour assurer sa conservation et il sera ensuite acheminé au laboratoire où il sera nettoyé et préparé. Le comptage et l'identification des espèces se fait ensuite sous microscope et c'est ainsi qu'on peut déterminer un indice basé sur les diatomées. Il est également possible d'étudier la végétation aquatique aussi appelée macrophyte. On notera par exemple, comme c'est le cas sur cette station de la Vézère, la présence du rubanier,
des calitriches ou encore du potamo. Nous venons d'étudier le compartiment flore et nous pouvons faire la même chose avec la faune, et notamment les macro-invertébrés constitués par les larves d'insectes, des microcrustacés ou encore des mollusques. Les relevés ou prélèvements sont effectués à l'aide d'un filet appelé filet sur beurre. On gratte ainsi différents substrats et on récupère la faune présente. L'échantillon est ensuite passé sur un tamis afin de récolter les organismes de différentes tailles, mais aussi d'évacuer les plus gros débris comme les feuilles, les bouts de bois ou les plus gros cailloux. Les échantillons ainsi récoltés sont fixés au formol pour être ensuite acheminés au laboratoire où aura lieu la phase de détermination sous la loupe binoculaire, puisqu'il s'agit parfois d'identifier la présence de soies, des sortes de poils sur les pattes, pour savoir s'il s'agit de telle ou telle espèce. En ce qui concerne les poissons, on peut étudier le peuplement grâce à des inventaires par pêche électrique. Concrètement, on parcourt le cours d'eau à l'aide d'une anode sur laquelle est produit un courant électrique qui permet de choquer les poissons sans toutefois les tuer. Cela permet ensuite de les identifier, de les peser, de les mesurer avant leur remise en eau sur leur lieu de capture. Les relevés biologiques viennent en complément de l'information donnée par les analyses physico-chimiques. C'est l'association de la qualité physico-chimique de l'eau et de la qualité des indicateurs biologiques qui permettra ensuite d'établir l'état écologique des cours d'eau. Les prestataires que l'agence sélectionne pour réaliser les relevés biologiques sont soumis à des contrôles qualité. Ce sont les DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui se chargent de ces vérifications permettant ainsi de garantir la fiabilité des résultats obtenus. Nous allons contrôler aujourd'hui un bureau d'études retenu comme prestataire des marchés de suivi hydrobiologique des cours d'eau du bassin d'Our-Garonne par l'Agence de l'eau. Ce bureau d'études effectue aujourd'hui un prélèvement de macro-invertébrés benthiques et de diatomées. Nous remplissons des fiches pour s'assurer que chacune des prescriptions techniques, à la fois de ces normes et du cahier des charges établi par l'Agence de l'eau lors du marché, sont bien pris en compte et respectent ce qui est demandé de façon à avoir des résultats les plus fiables possibles. Les DREAL interviennent en tant qu'appui technique auprès des agences de l'eau dans toutes les phases, dès la phase d'élaboration des clauses techniques particulières de ces marchés, jusqu'aux phases de contrôle des bureaux d'études sur le terrain et de validation des données lorsque les données sont produites par ces mêmes bureaux d'études. Entre eau douce et eau de mer, les eaux de transition sont des milieux sous influence de la marée. Elles englobent pour le bassin d'Our-Garonne les estuaires, comme celui de la Gironde, et l'aval de certains fleuves, car la marée peut remonter jusqu'à plus de 100 km à l'intérieur des terres. Dans cet espace, la salinité varie de 0 dans sa partie rivière à 33 grammes par litre à l'embouchure. Du fait de leur fonctionnement complexe, ces territoires ont été moins étudiés que les autres écosystèmes aquatiques. Leur suivi pérenne mis en place début 2007 contribue toutefois à combler partiellement ce déficit de connaissances. Les eaux de transition sont caractérisées par le mélange entre l'eau douce et l'eau salée qui vient de la mer. Elles sont caractérisées aussi par la propagation de la marée. Donc de ce fait, ce sont des milieux très variables dans le temps et dans l'espace. Et on peut dire que chaque point de l'estuaire va avoir varié à tout moment les courants de marée, la salinité, les matières en suspension et aussi l'oxygène dissous. Alors étant donné cette variabilité rapide des paramètres, la manière la plus pertinente de les mesurer, c'est en faisant des mesures donc, en continu et si possible à relativement haute fréquence. Donc, dans les estuaires de la Gironde, nous avons mis en place un réseau automatique, le réseau Magest, qui est fait de plusieurs stations qui vont mesurer donc, en continu avec un pas de temps de 10 minutes la salinité, la turbidité, la température et l'oxygène dissous. Alors ces données sont enregistrées par des sondes automatiques qui vont transmettre à un serveur au laboratoire les données en temps réel qui seront donc disponibles sur Internet. Alors pour mesurer les flux entrants de polluants chimiques et de matières en suspension, on va faire des mesures aux 4 saisons principalement, donc 4 fois par an. Et à chacune de ces saisons, on va donc prélever de l'eau en continu pendant toute une marée descendante, pendant plusieurs heures. Avec une centrifugeuse, on va donc séparer l'eau prélevée de la boue pour ensuite au laboratoire procéder à des analyses donc, chimiques sur cette boue. Donc, un autre suivi qui est très important, c'est le suivi des poissons. Donc 2 fois par an, il y a une pêche qui est réalisée dans l'estuaire. C'est un échantillonnage qui nécessite des moyens nautiques extrêmement importants. Mais c'est un suivi qui est extrêmement important puisque les poissons sont un paramètre emblématique
dans la mesure où en fonction des espèces de poissons que l'on va y trouver, on pourra en fait avoir une idée précise de l'état de santé global de l'estuaire. Historiquement, il n'existait pas de système d'évaluation de la qualité des eaux en milieu littoral comme cela existait en milieu continental. Donc il a fallu, avant de commencer à réaliser une surveillance des CE, élaborer une batterie d'indicateurs et valider ces indicateurs. Donc pour cette tâche, en fait, Ifremer s'est impliqué avec l'IRSTEA pour le suivi poisson et en collaboration avec des partenaires universitaires, des labos de recherche compétents, par exemple sur les invertébrés benthiques ou sur la prolifération de macroalgues ou sur les macroalgues fixées. En fait, on est amené à intervenir sur des vastes étendues qui sont très exposées, donc sur lesquelles on va avoir des fortes contraintes de marée, de météo et de houle. Lorsqu'on a des suivis mensuels à effectuer, on se retrouve vite bloqué par l'association de ces contraintes-là et on a du mal à positionner notre stratégie. Et en plus, on a besoin pour intervenir sur ces milieux de l'eau moyen nautique et de personnel habilité. Par exemple, sur la masse d'eau Côte-Land, on n'a pas d'autre solution que d'intervenir avec un gros bateau appartenant à la Société nationale de sauvetage en mer. Puisque c'est une côte très exposée à de fortes houles. Donc on a besoin de moyens comme ça. Après la découverte de l'estuaire et de l'océan, intéressons-nous maintenant au suivi des eaux souterraines. On dénombre sur le bassin 105 nappes. Il peut s'agir de nappes libres, c'est-à-dire communiquant avec la surface, ou de nappes captives, comprises entre deux couches imperméables. Depuis le démarrage du suivi de la qualité des eaux souterraines dans les années 2000, le nombre de stations suivies est passé de 60 à 500 et l'on peut aussi noter une progression importante du nombre de molécules recherchées. Pour définir les eaux souterraines, on peut parler en fait d'eau invisible, même si à un moment donné c'était des eaux visibles puisqu'elles sont issues des précipitations. Une partie s'est évaporée, une partie a ruisselé, mais une grande partie va s'infiltrer et va permettre d'alimenter entre guillemets des grands réservoirs, on peut parler d'éponges, qui vont après alimenter entre guillemets des sources, avec des vitesses plus ou moins rapides, puisque les vitesses peuvent être de quelques centimètres à quelques mètres, voire quelques kilomètres par heure. Et donc ces eaux vont revenir visibles lorsqu'elles vont alimenter ces sources et vont par la suite alimenter tous nos cours d'eau et la vie aquatique qui est derrière. Alors cette notion d'invisibilité en fait, peut se matérialiser en fait, par un traçage qu'on peut effectuer en surface avec un colorant, en général de la fluorescine, qu'on injecte et qui va nous permettre de connaître les temps de parcours de l'eau et son passage au niveau des fissures avant qu'elle arrive à la source qui va permettre après d'alimenter nos rivières. Pour accéder à l'eau qu'on ne voit pas, l'eau qui est sous nos pieds, on peut tout simplement faire un puits si la nappe n'est pas très profonde, cette éponge n'est pas très profonde, en faisant un trou de quelques mètres de profondeur et accéder à cette eau souterraine. Ou si cette eau est plus profonde, à ce moment-là, on a des moyens plus importants, on fait des forages et on fait des trous de 50, 100, 200 mètres qu'on va équiper par la suite de tubes pour récupérer cette eau souterraine. Lorsqu'on intervient sur des prélèvements eau souterraine, il y a 3 cas de figure. Il y a les forages qui sont en activité soit pour l'eau potable ou l'agriculture. Dans ce cas-là, on prélève directement au robinet, comme à la maison. C'est la majorité des cas sur le bassin. Il y a ensuite les forages qui sont moins utilisés. Là, il faut amener du matériel, généralement une pompe, qui sert à renouveler l'eau dans le forage pour avoir un échantillon représentatif de la nappe. Et le troisième cas, c'est les prélèvements directement sur une source. Alors là, on peut utiliser une canne ou directement le flacon à la source si c'est accessible, et c'est similaire au prélèvement type eau superficielle. Contrairement aux eaux superficielles, la majorité des points de prélèvement sont en domaine privé, ce qui oblige à avoir une autorisation d'accès pour pouvoir réaliser mon prélèvement eau souterraine. Et dans la pratique, en fait, il faut prendre les contacts avec les propriétaires et idéalement prendre rendez-vous avec eux pour pouvoir réaliser le prélèvement.
Une fois le prélèvement réalisé et mis dans une enceinte réfrigérée, je dois soit le déposer au laboratoire, soit l'amener chez un transporteur qui va le prendre en charge. Les échantillons proviennent d'eau de rivière, d'eau souterraine, d'eau de lac et d'eau du littoral. Nous avons aussi des sédiments et des matières en suspension. Donc ces échantillons arrivent dans les laboratoires publics, par exemple comme le mien, le laboratoire départemental de l'eau de la Haute-Garonne, ou bien dans des laboratoires privés. Ces échantillons sont transportés dans des conditions de délai draconiennes, c'est-à-dire que les laboratoires les reçoivent au maximum sous 24 heures et le plus souvent le soir même pour débuter les analyses. Nous attachons aussi une grande importance à bien respecter la chaîne du froid. Alors, les types d'analyses effectuées par nos laboratoires, ce sont des paramètres de base comme les anions, les cations, par exemple les nitrates, le phosphore, nous dosons aussi le carbone organique, et des polluants, donc polluants type métaux ou bien type pesticides, et demain les médicaments par exemple. Les directives européennes maintenant nous imposent de doser les polluants à des niveaux très très bas, donc un niveau de traces et d'ultra-traces, ce qui nous demande des équipements de haute technologie, de plus en plus performants, du type, tous les types de chromatographie couplés à des détecteurs de masse. Alors, les laboratoires sont organisés de façon à avoir une logistique très performante pour recevoir ce flux d'échantillons très important le soir même. Donc, ont des logiciels informatiques qui vont assurer une traçabilité parfaite de ces échantillons. Mais derrière, pour que les traitements soient faits dans les meilleurs délais et de la meilleure façon, il y a une automatisation de beaucoup d'analyses avec du matériel de haute technologie. Sans oublier quand même l'organisation humaine dont ont besoin ces laboratoires pour bien faire valoir leur savoir-faire, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'œil critique de l'ingénieur, du technicien, qui va regarder de très près les résultats et qui va valider tous les résultats avant de les envoyer aux donneurs d'ordre. Le LDE 31 engage sa responsabilité par la garantie de son savoir-faire. Pour cela, il a un passeport qualité à travers notamment une accréditation COFRAC. Cette accréditation garantit à tous ses clients une confiance totale dans les résultats qui leur sont donnés. Tous ces résultats d'analyse sont transmis au fur et à mesure à l'Agence de l'eau, sous des formats informatiques normalisés, pour être centralisés, puis à terme mis à disposition sur le portail de bassin. Comme l'estimation de l'état des milieux et des niveaux de pollution se fait à l'échelle d'une année complète, il nous faut attendre d'obtenir l'ensemble des résultats de janvier à décembre d'une même année pour pouvoir procéder à des contrôles de vraisemblance et des contrôles interannuels. C'est donc en général l'été suivant que nous pouvons publier les résultats d'une campagne de mesure. L'internaute, grand public, bureau d'études, décideur, peut alors y accéder librement en choisissant un lieu d'intérêt. Ici, par exemple, le lac Bleu, proche du pic du Midi. C'est un lac d'altitude, connu pour ses eaux transparentes et de bonne qualité. La courbe en bleu montre qu'à chaque période de l'année, ce lac a un excellent taux d'oxygène sur toute sa profondeur, ce qui autorise la vie en tout point du lac. Rendons-nous maintenant sur la Charente en aval d'Angoulême. Il s'agit dans ce cas de qualité des eaux de rivière, pour lesquelles l'agence fait un effort d'acquisition depuis les années 70, en gardant une cohérence dans les paramètres et les sites de suivi, ce qui permet d'observer l'évolution de la qualité des milieux sur 40 ans. Sur notre exemple, la courbe des phosphates s'améliore à partir des années 90, en lien avec les travaux d'assainissement importants qu'a engagé l'agglomération d'Angoulême. Toutes ces données sont évidemment téléchargeables sous forme de données brutes, paramètre par paramètre, ou via des indicateurs où la qualité est associée à un code couleur. Pour les données sur les eaux souterraines, côtières ou transition, le portail de bassin oriente automatiquement l'internaute vers les sites nationaux dédiés, HADES ou Quadrige. C'est donc ainsi environ 1 million de données par an qui sont collectées, puis publiées, pour que chaque citoyen soit informé de l'état des milieux aquatiques proches de chez lui.
Avec la directive cadre européenne, l'agence a élargi la couverture territoriale de ses réseaux de surveillance. Elle a ainsi doublé le nombre de stations en eau superficielle et en eau souterraine et elle suit désormais deux nouveaux types de milieux que sont les lacs et le littoral. Avec tout ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a désormais plus de 7 millions de données disponibles sur le portail de bassin, valorisant ainsi 40 ans de connaissances. En termes de perspective, l'agence va amplifier le suivi de certaines molécules porteuses à la fois d'enjeux environnementaux et de santé publique. Ce sont les substances dangereuses, les médicaments ou les substances dites émergentes. Par ailleurs, elle va mettre en place d'ici 2014 un suivi de la qualité de la mer en lien avec la stratégie européenne pour les milieux marins. Avec son 10e programme d'intervention qui couvre la période de 2013 à 2018, l'agence renforce son appui aux collectivités pour le financement des réseaux de surveillance et pour la valorisation partagée des données produites. Bien connaître est aujourd'hui plus que jamais la clé de la réussite pour atteindre les objectifs ambitieux sur lesquels nous nous sommes collectivement engagés pour les milieux aquatiques du bassin. Placer la connaissance au cœur de l'action a conduit l'agence à définir et à mettre en œuvre des dispositifs pérennisés d'acquisition de données et d'informations. L'exploitation et la valorisation de ces résultats obtenus, rendus compréhensibles, sont ainsi mis à disposition de tous les acteurs et des citoyens sous une forme adaptée, via le portail de bassin pour répondre à leur mission dans le domaine de l'eau et à leur intérêt. Donc comme vous l'avez compris, on a des dizaines de milliers de substances qu'on retrouve dans l'eau. Donc à Société de Grémont, nous avons décidé de mettre en place une cellule d'étude du marché des micropolluants. Et donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter un petit peu nos programmes de recherche, des solutions de traitement que nous envisageons et que nous avons réalisées aussi, parce que nous avons des réalisations. Alors là, vous voyez un schéma où ces dizaines de milliers de substances, nous avons essayé de les regrouper par famille, en considérant leurs caractéristiques physico-chimiques, en se disant que on aurait des familles qui seraient de substances solubles, hydrophobes, volatiles, et que là, ça serait peut-être plus facile de les traiter. Et on se rend compte que dans ces familles même, il y a de grandes variétés, il y a de grandes disparités entre les substances. Donc, quand on va essayer de trouver une solution, un procédé qui va traiter telle molécule, telle substance, on n'est pas sûr de pouvoir traiter les autres. Donc, on va, sur cette base-là, essayer de faire des analyses, essayer de comprendre l'effluent que nous avons, afin de pouvoir apporter le traitement qui soit spécifique à chaque effluent. Parce que vous savez qu'une station d'épuration, c'est le reflet d'un quotidien, d'une activité de voisinage. Vous pouvez avoir des industriels, vous pourrez avoir des hôpitaux, des maisons de retraite, nos consommations quotidiennes. Et pour chaque station d'épuration, il y aura des substances différentes. Alors on va essayer, nous sur la base, là c'était la base du DCE, des 41 substances, on a essayé de les mettre par famille. Mais, tu peux avancer, oui, effectivement. On a lancé des programmes depuis 2005, 2000 la DCE, 2005 Ampère, qui a essayé de mettre en place des méthodes d'échantillonnage et d'analyse. Donc avant de commencer à parler de traitement, c'était de comprendre comment ces substances allaient réagir et comment elles fonctionnaient et qu'est-ce qu'on trouvait dans nos stations d'épuration. Donc ce programme 2009 s'est achevé et nous a donné une bonne visibilité. On a compris que nos stations d'épuration éliminaient une partie de ces substances. Et aujourd'hui, 2012-2014, on est en phase d'industrialisation, de dimensionnement. Pour là, on sait à peu près comment on va traiter nos substances, mais à quel coût et pour quelle efficacité. Et là, on est vraiment
dans de l'industrialisation, on va pouvoir venir sur le marché vous proposer la meilleure solution qui soit adaptée aux composantes de votre effluent. Donc voilà, alors dans une station d'épuration, vous l'avez compris, il y aura bien différents mécanismes. Alors d'oxydation, de dégradation biologique ou chimique, et d'absorption. Alors d'absorption, c'est souvent dans les boues, hein, qui vont aller en excès dans les boues. Alors on sait qu'aujourd'hui, les boues vont en épandage ou en compost, mais on retrouve l'essentiel de nos micropolluants, alors que ce soit des micropolluants organiques, hein, toutes les substances que nous avons vues, ou les métaux, surtout les métaux, on va les retrouver dans les boues. Donc après, va se poser un peu l'impact du devenir des boues, et ça c'est une question aussi qui est actuellement posée. Mais on voit qu'en sortie de station, vous aurez toujours des composés qui sont peu ou pas éliminés. Et c'est sur cette fraction qu'on va aller travailler, essayer de chercher à éliminer ces 20 à 30% de micropolluants qui restent en sortie de station d'épuration. Ensuite, quand on a un traitement, une nitrification, on va là améliorer la qualité de l'eau et par ce fait aussi améliorer la dégradation des micropolluants. Et vous comprenez bien que plus on aura une eau traitée, épurée, mieux on pourra affiner notre dosage et limiter ainsi les coûts de traitement de cette partie. Puisque la matière organique, les matières en suspension vont venir en compétition avec les micropolluants et on risque de surdoser pour aller éliminer des matières en suspension qu'on pourrait totalement éliminer de façon classique. Nous avons travaillé sur l'absorption, sur tout ce qui est réacteurs charbon actif, donc qui vont absorber les micropolluants. Ça va créer des boues qui seront ensuite, il faudra traiter ces boues puisqu'elles contiendront tous les micropolluants. Donc c'est souvent de l'incinération, de la décharge, mais surtout pas les remettre dans le circuit, bien évidemment. Ensuite, nous travaillons aussi sur le programme CIPIBEL, où on essaye d'optimiser et de traiter à l'étape du traitement biologique et d'ajouter de l'ozonation, pour essayer de voir les effets dans le traitement même biologique de l'ozonation. Donc ça, c'est des programmes qui sont en cours. Et ensuite, nous avons un programme Tocata qui est mis en place au SIAP. Donc le SIAP, c'est le plus grand syndicat en fait en Ile-de-France qui regroupe les grosses unités de traitement des eaux usées. Et là, on essaye une oxydation catalytique. Justement, alors, pour ce couplage, coût-efficacité. Puisque derrière, c'est de la mise en œuvre à grande échelle de nos procédés sur des installations industrielles. Pour récapituler, donc la première étape, bien vous l'avez entendu, réentendu aujourd'hui, c'est réduire à la source. La deuxième, c'est bien avoir une usine de traitement qui soit la plus efficace possible, dont son traitement conventionnel, hein, parce que c'est là qu'on va aussi piéger une partie, jusqu'à 60% de l'ensemble des substances. Et ensuite, une fois que nous aurons retenu les MES, on va aller traiter, mettre en place des traitements complémentaires. Voilà. Et là, je vais passer la parole donc à Jean-Michel qui va rentrer plus dans le détail des procédés. Bonjour à tous. Je vais vous présenter les différents procédés sur lesquels nous avons porté nos études. En traitement tertiaire, on pourrait dire traiter un traitement tertiaire pour faire de la réutilisation de l'eau, ou traitement quaternaire pour faire aussi de la réutilisation de l'eau, mais avec le traitement supplémentaire des micropolluants. Donc toutes les technologies ne sont pas efficaces dans le traitement des micropolluants. Hein. On peut faire arrêter du macropolluant. Le micropolluant, lui, nécessite, de par sa taille, soit une oxydation, soit une absorption par charbon actif, suivant son affinité, soit à l'ozone, soit au charbon actif. On a aussi des traitements qui existent, qui sont... Alors, je vais moins décrire aujourd'hui, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, financièrement, je pense que l'État, enfin, les collectivités ne sont pas prêtes à investir dedans. C'est l'osmose inverse, c'est du traitement des micropolluants par membrane, donc avec des coûts à la fois d'exploitation et d'investissement qui sont très très importants. Donc au jour d'aujourd'hui, je dirais, on est plutôt sur des traitements ozone, charbon, avec de la filtration. Alors les technologies de degré. Alors
comment on a choisi nos technologies? Avec tous ces programmes de tests et de recherche, on a regardé quels étaient l'état des micropolluants, leur forme chimique. Vous avez des micropolluants qui sont dans différentes catégories, donc il va y avoir des affinités. Quand je dis affinités, c'est qu'ils vont être absorbés par exemple sur du charbon actif, ou alors plutôt oxydables, c'est-à-dire casser les molécules avec de l'ozonation. Chaque traitement ayant ses avantages et ses inconvénients, on verra tout à l'heure, on choisit plutôt de travailler en couplage de façon à limiter les consommations soit énergétiques, soit de charbon actif, puisque c'est parfois une énergie fossile, c'est pris de la houille ou alors éventuellement du bois. Donc pour optimiser ces deux réactifs, il faut travailler en couplage. Donc là vous avez l'ozonation en pleine échelle. Alors c'est un exemple là, sur une matrice d'eau. Forcément on sera impacté, comme l'a dit Jérôme, par rapport à la matière organique. On sera impacté par rapport au MES, par rapport à l'azote, au nitrite. Forcément, une réaction, quand on voit une dose à 10 mg par litre, on est sur une matrice d'eau. Donc 70% d'élimination sur certains composés, glyphosate, diuron, isoproturon, et 30 à 70% sur la trazine et la cymazine. Là où on a des rendements un peu inférieurs, c'est sur l'AMPA et l'aspirine. Donc l'ozonation, comment ça fonctionne? Vous avez, je dirais, une vue d'ensemble sur ce schéma qui vous est présenté. Donc on produit l'ozone à partir d'un oxygène liquide ou alors d'une production d'air sur le site qu'on va assécher et qu'on va faire traverser à travers un ozoneur et qui va être injecté dans un réacteur où va traverser l'eau à traiter. Donc dans le réacteur, vous avez des diffuseurs et qui vont transmettre l'ozone par intermédiaire de poreux. Le principe de l'ozonation, c'est faire circuler de l'oxygène qui est transporté soit de l'oxygène liquide à la base, soit un air sec qui contient l'oxygène à travers un champ électrique, de façon à transformer les molécules d'oxygène en molécules d'ozone. Vous avez en bas à gauche une représentation d'un tube d'ozoneur avec un diélectrique. On injecte une décharge électrique et on sépare une molécule. Alors, le pouvoir important de l'ozone, c'est qu'il réagit très rapidement. Dans les premiers instants, vous avez sur le graphique en bas à droite, vous avez l'échelle de temps, une dose d'ozone, en fonction de la dose d'ozone appliquée. On voit qu'avec des très petites doses d'ozone, on arrive à abattre les micropolluants. L'abattement de la DCO et du carbone organique total arrive plutôt dans un second temps, avec un temps d'exposition et une dose plus importante. Le générateur d'ozone, on l'a vu tout à l'heure, hein, voici quelques petites images. Nous construisons des réacteurs d'ozone par notre filiale Ozonia. Conception éprouvée, qui fonctionne depuis 30 ans, 40 ans. Optimisation énergétique. On a une cellule de recherche permanente qui travaille sur ces points de consommation énergétique, parce que c'est l'enjeu aussi de demain, hein, la consommation énergétique. Alors le réacteur d'ozonation, ça été développé, je dirais, avec les équipes de Degremont. Ce qui est important dans ce réacteur d'ozonation, c'est maîtriser le temps de contact, maîtriser le dosage d'ozone dans la première cellule, dans la deuxième cellule, son mode de diffusion, optimiser son taux de transfert, sans pas perdre de l'ozone inutilement. On diffuse par poreux, dimension optimisée, hydraulique de réaction optimisée. Alors on n'apparaît pas sur ce graphique, mais on voit un petit échappatoire en haut à droite. Une des possibilités également, c'est qu'il reste les 5% qui n'ont pas été transférés. Ça se retrouve dans l'état gazeux. On peut éventuellement utiliser cette ozone dans le bassin biologique pour diminuer les consommations énergétiques de l'usine. Donc là, on est toujours dans un cercle vertueux d'optimiser l'énergie électrique consommée sur l'usine. L'absorption sur le charbon actif. Qu'est-ce que c'est le charbon actif? Donc déjà, il est produit à partir de houille. La houille, c'est une énergie primaire. Il peut être aussi réalisé à partir de bois. Le charbon actif, c'est comme une éponge. Une éponge qui va avoir des pores plus ou moins gros, des mésopores, des macropores et des micropores. Donc, ils vont réagir, c'est une éponge, donc elle peut être colmatée par la matière organique. Donc, forcément, la matrice d'eau va avoir une importance dans la réaction du charbon actif.
Donc il faut l'utiliser à bonne dose et pour traiter ce qu'il sait faire. Le réacteur charbon. Donc le réacteur charbon, basé sur la technologie du pulsazur, hein, on l'a appliqué à l'eau usée pour l'appeler pulsagreen en moyennant quelques petites modifications. C'est un procédé qui existe depuis 40 ans, qui consiste en un renouvellement continu d'un lit de sable d'un lit de charbon qui est mis en suspension, avec une hydraulique répartie pour assurer le temps de contact avec le lit de charbon. Alors, première étape, c'est de faire une réaction physico-chimique avec l'eau, on va faire une réaction de coagulation. On va injecter, par exemple, du sel de fer, on va rassembler toutes les particules de façon à neutraliser les charges et à les faire coaguler, faire des microflocs. Donc là, on a les particules de matière en suspension, notamment de matière organique, qui vont être coagulées. Ensuite, ça va être transféré vers le réacteur pulsé. On voit sur votre gauche une cloche, une sorte de pompe à vide, qui va élever le niveau dans cette cloche et qui va générer des pulsations dans toutes les ramifications que vous voyez en partie basse de l'ouvrage. Ça va permettre de maintenir en suspension un lit de charbon et de diffuser hydrauliquement l'ensemble de l'effluent traité. Donc, bien sûr, cette tranquillisation, c'est un des points importants du réacteur, puisque ça permet de diffuser, d'optimiser la réaction du charbon. On va doser vraiment des quantités très fines de charbon pour avoir un maximum d'efficacité. Donc là, un petit zoom sur le réacteur. Après, on va évacuer la boue par surverse au niveau d'un déversoir, de façon à les concentrer, à les envoyer vers le traitement des boues. Le traitement des boues qui, je dirais, à la méthode suisse derrière, est traité par déshydratation poussée et directement incinéré. La partie supérieure, donc la séparation du charbon actif avec l'eau traitée, c'est une décantation faite avec des modules lamellaires qui vont retenir les particules de charbon et les micropolluants qu'ils contiennent dans l'ouvrage, pour sortir avec une eau traitée qui sera débarrassée des micropolluants absorbants. L'eau traitée, toujours pour conserver une hydraulique optimum sur l'ouvrage et récupérée avec des goulottes réparties sur toute la surface de l'ouvrage de façon à créer de circuits hydrauliques. Un des éléments complémentaires et qu'on peut coupler avec le charbon actif ou avec l'ozone, vous avez le filtre à sable. Je ne vais pas vous faire un schéma, un exposé technique sur le filtre à sable. Ceux qui possèdent des piscines connaissent le filtre à sable. Donc c'est une technologie qui avait été inventée par De Grammont, donc qui est répandue maintenant, qui consiste à filtrer l'eau du haut vers le bas à travers un média filtrant. Alors les spécificités de Grammont dans le filtre à sable, c'est perte en eau de lavage minimisée et pas de surcharge de débit, et c'est une technologie qui est prouvée que ce soit sur l'eau potable, sur l'eau usée, en tertiaire, depuis plus de 45 ans. Alors la technologie que je vous ai parlé tout à l'heure, qui consiste en une barrière physique unique, mais qui peut être performante du moins au moment où on l'installe, c'est l'Ultra Boon Smart Track appliqué sur l'eau usée. Donc c'est très performant, on ne peut pas dire le contraire, par contre c'est très coûteux en exploitation et également en coût d'investissement. En termes de qualité d'eau, c'est une barrière couplée avec du charbon actif qui va être une barrière assez importante au traitement des micropolluants. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de couplage. Plusieurs façons de voir. On va avoir une matrice d'eau qui va être chargée en matière organique ou pas. Donc, si elle est chargée en matière organique ou en matière en suspension, il va déjà falloir faire un traitement tertiaire pour limiter les matières en suspension qui vont venir perturber soit le charbon actif, soit l'ozone. Vous voyez sur la première ligne une solution où on mettrait de l'ozonation devant. On pourrait se contenter d'un filtre à sable ou derrière de faire un complément avec un traitement au charbon actif, le pulsagreen, complété d'un filtre à sable. Et éventuellement, si on a de la bactério à traiter, on peut très bien rajouter un réacteur UV. Vous avez en dessous une filière basée sur un réacteur charbon où on peut lui associer un filtre à sable et des membranes ou directement des membranes. Donc là, vous avez le pilote de Regensdorf, qui est une 25 000 kg/h, avec un débit moyen de 430 m3, où la filière de traitement, c'est ozonation filtre à sable. Vous avez ici les résultats des différents micropolluants retenus
sur le secteur. Alors il y a des petites flèches en face des 5 substances qui ont été retenues sur la Suisse de traitement, le diclofénac, la carbamazépine, sulfaméthoxazole, benzotriazole et mécropropre. On voit avec les différentes doses d'ozone, entre 0,4 et 1,16 grammes d'ozone par gramme de COD, des abattements qui sont plus ou moins importants. On va retrouver le diclofénac, la carbamazépine, le sulfaméthoxazole qui vont être abattus à plus de 95%. Et après, des rendements plus variables sur le benzotriazole et le mécropropre. Les résultats, entre 40% pour l'imopropine et 100% pour le diclofénac, moyenne d'élimination 80%. L'impact de ce traitement à l'ozone sur les coûts d'exploitation était de l'ordre de 15%. Alors maintenant, j'ai parlé de référence de Degremont. Donc on a eu la station du Bendorf qui est actuellement en service, avec une dose de 7 mg d'O3 par litre, qui est la première unité de traitement micropolluant en Suisse à l'échelle industrielle. Deuxième référence, un peu plus proche de nous, mais encore loin d'ici, qui est à l'opposé, c'est Sophia Antipolis. Donc c'est une petite ville d'Antibes sur laquelle est raccordée quand même une zone de petite industrie, ou d'industrie tertiaire, dont on devait prévoir l'extension, de passer à 50 000 km/h, et on a rajouté une étape de traitement tertiaire avec de l'ozone intercalée entre deux traitements du carbone et de l'azote. Pourquoi les bouillies, j'en parle aujourd'hui, c'est que c'est déjà un microcosme. On est déjà sur une petite rivière qui assez rapidement est utilisée à des fins de ressources d'eau potable. Donc il y avait une pression forte à la fois de traitement des micropolluants et un traitement local, puisqu'il n'y avait pas d'imposition de par l'agence ou l'Europe sur le traitement des micropolluants, de faire ce traitement. Donc là, vous avez un petit schéma de l'installation avec l'ozone qui est placé juste avant les biophores de dénitrification. 33 substances à traiter, issues de la liste des composés de la directive cadre européenne. Donc la liste à l'époque, c'était la liste de 2008, donc qui a pu évoluer depuis. 11 pesticides, 5 métaux, 6 composés organiques chlorés, 6 HAP, 3 composés volatiles organiques et 2 alkyles phénols. Les résultats, soit sur les macropolluants, avec des abattements de 98%, 94% pour la DCO, 98% sur les MES et 97% sur le phosphore, avec des concentrations de sortie, notamment sur le phosphore, de 0,3 mg par litre. Le suivi des micropolluants. Donc, avant de voir les performances, déjà un petit focus sur qu'est-ce qui a traité l'installation. C'est 46% de pesticides, donc les pesticides on en a parlé tout à l'heure, les métaux, les HAP, COV, et les produits pharmaceutiques qui pèsent quand même 12% de l'entrée des micropolluants. Donc des résultats plutôt encourageants avec, je dirais, sur la partie diuron, un abattement qui était un peu faible, qui était de 55%, mais qui s'est amélioré depuis et qui reste toujours assez difficile à traiter même par des procédés d'ozonation. Voilà, je vais passer la parole à Jérôme qui va vous parler de la Suisse, qui est un pays aujourd'hui qui a décidé de promouvoir le traitement des micropolluants et qui investit beaucoup dans la recherche et dans la réalisation. Donc en fait, sur le marché en Suisse, ils avaient décidé de 1971 de créer le CIPEL. C'est un regroupement de communes franco-suisses qui a contribué à la surveillance du lac Léman. Et donc leur préoccupation, le lac Léman, et en général tous les lacs de Suisse, c'est une réserve d'eau potable, des centres de loisirs, parce que c'est des zones de baignade, et aussi la reproduction naturelle de poissons nobles, comme l'omble chevalier, le ferrat, la truite, qui voyaient au fil des ans ne plus pouvoir se reproduire de façon naturelle. Donc voilà, ils avaient mis sur surveillance leur lac et ils ont vu les dégradations. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait comme mesure là? Ils ont incinéré toutes les boues. Il n'y a plus d'épandage autorisé en Suisse. Tout va à l'incinération.
Ensuite, avec l'OFEV, donc, qui est un peu l'Office fédéral de l'environnement, ils ont commencé à vouloir, ce que nous avons fait aussi, surveiller, analyser, étudier, et ils ont lancé leur premier pilote en 2008-2009, donc les résultats dont vous présentais là juste avant, et avec le de l'ozone, et 2009-2010 avec du CAP, avec du charbon actif en poudre. Et ils ont, en fait, de par ces retours d'expérience et ces études, ils ont ciblé deux procédés qui sont le charbon et l'ozonation. Alors, il y a d'autres procédés, comme les membranes, qu'ils ont testés, mais qui sont bien trop coûteuses. En rapport coût-efficacité, ils ont privilégié ces deux solutions. Alors, il faut dire aussi que l'ozonation contribue à la désinfection. Et donc, c'était notamment du côté de Zurich, c'est vraiment une technologie qui a été privilégiée. Donc, vous voyez qu'en Suisse, ils ont étudié surtout tous les abords des lacs, où effectivement, dans les années 90, ils ont demandé à ce que toutes les usines traitent l'azote, le phosphore. Enfin, ils ont vraiment poussé déjà leur traitement classique, conventionnel des stations. Et ensuite, en mars 2014, donc c'est tout récent, la loi de modification de l'eau a été promulguée, qui permet en fait de trouver un financement. Parce qu'au-delà du constat de se dire effectivement, on a des micropolluants, on a des pollutions, mais comment agir? Quelles actions mettre en œuvre? Donc le nerf de la guerre, c'est bien le financement. Parce que c'est vrai qu'il y a des procédés qui existent, mais faut-il pouvoir les financer. Donc cette loi permet, au-delà de l'obligation de traiter, de mettre en place une taxe de 9 francs suisses par habitant pour le traitement des micropolluants. Ce qui permettra de financer à 75% les investissements pour des traitements de micropolluants auprès des communes, des collectivités. En fait, ce qui va se passer, c'est que certaines communes vont ajouter simplement une étape de traitement des micropolluants ou, à l'occasion d'une modernisation de stations, vont inclure ce traitement des micropolluants dans la modernisation. Alors, ne seront concernés par ces stations que sans usine, c'est-à-dire au-delà de 80 000 équivalents habitants ou au-delà de 24 000, mais qui ont un impact sur les bassins versants des lacs. Donc leur priorité, c'est vraiment de protéger leurs lacs. Et ensuite, des usines qui, à plus de 10%, impactent sur des cours d'eau, enfin des très petits cours d'eau. Donc ça va concerner une centaine de stations. Ils se donnent 20 ans pour mener à bien tous ces travaux, avec une priorité, c'est les plus de 80 000 dans les années à venir. Donc on sont en cours aujourd'hui, Lausanne, Zurich, Bâle, toutes ces usines, toutes ces collectivités mettent en place déjà des traitements, où ils lancent des appels d'offres sur les traitements des micropolluants, basés sur ces deux procédés que sont le charbon actif en poudre et l'ozonation. Maintenant, nous sommes en France à l'état de surveillance. Nous-mêmes, au sein de Suez Environnement, nous mettons en place des programmes de suivi, de recherche qui nous permettent de faire évoluer au quotidien nos connaissances et d'accompagner les nouveaux enjeux de la réglementation. Mais il faut passer à l'étape effectivement de la mise en œuvre. Mais voilà, ça se fera à l'échelle de peut-être de 4-5 ans, on espère qu'il y aura effectivement, il faut que ça soit accompagné de financement, de mesures pour mettre en place les traitements des micropolluants. Mais sachez que des solutions existent et qu'on essaye justement vraiment avec une prise de conscience de coût-efficacité. Parce que sinon tout serait possible, mais après il faut être réaliste. Voilà. Merci.